Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture. Et cet après-midi, nous recevrons une dame. Nous disons bonsoir à... Bonsoir à tout le monde et bonsoir Ludovic. Donc, je me présente, je suis Georgine Aubourg, on m'appelle Georgette au Carabet, on me connaît aussi. Donc, je suis sophrologue de métier, je suis revenue sur la Martinique, mais je suis une bonne lectrice, on va dire. Je lis beaucoup, et surtout sous les manuels de santé depuis quelques années, depuis que je m'intéresse justement à la santé et surtout psychosomatique. Voilà. Eh ben, sois la bienvenue, Georgie. Ça nous fait Merci. plaisir de te recevoir. Et puis, tu vas nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Alors, comme d'habitude, nous allons explorer de nouveaux horizons. Et bon, Georgie a déjà donné la tonalité, donc on va parler santé. Mais bon, la santé, c'est un thème qui est vaste. Donc, on va voir dans quelle direction nous irons. Alors, de quoi vas-tu nous parler cet après-midi? Alors, c'est un livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Et c'est pour comprendre ces mots. Quand je dis mots, c'est M-A-U-X. Ça veut dire maladie, de A à Z. Et là, j'utilise deux versions, en fait. L'ancienne version et la nouvelle. C'est de Jacques Martel et la collection Santé et ressources. Et ce livre est toujours aux éditions Quintessence. D'accord. Voilà, la version que j'ai, la première, elle date de 2006, bien qu'il y en ait déjà eu une version. Et celle-ci, elle est récente, on va dire. D'accord. Alors, le grand dictionnaire des malaises et maladies. D'accord. Donc maladie, donc pas une... On ne reste pas forcément dans une région, je suppose. On ne reste pas dans une région, bien que je sois, comme je l'ai dit, je suis une chercheuse sans être scientifique, clinicienne diplômée. J'ai beaucoup travaillé, puisque mon master spécialiste en sophrologie, je l'ai eu par rapport aux séquelles, aux conséquences de l'esclavage et de la colonisation sur nos populations. Mais je veux dire les autres populations qui ont connu ces deux malheureuses périodes de l'histoire de l'humanité. Donc, nous avons des maladies qui se sont déclarées dans notre corps sans qu'on sache, qui se perpétuent, qui se transmettent de manière héréditaire, mais aussi par rapport à l'environnement. On peut dire que tel pays, les gens sont comme ça, mais c'est un environnement. Tout le monde a un peu pris de ce pays-là, donc il faut faire attention, mais chercher à savoir de quoi on souffre et pourquoi, quelle est cette raison. Là, ce livre nous donne les raisons, mais aussi ce que l'on doit faire. Exemple, je sais que l'alcoolisme est un fléau, et surtout ici, avec le rhum, on va dire, la bière. Là, je prends alcoolisme. Donc, l'abus des boissons alcooliques cause un ensemble de troubles. Physiquement, le corps change et se crispe. On le sait, les capacités et les fonctionnements du cerveau diminuent, le système nerveux et musculaire, pareillement, deviennent tendus et sous-tendus. Donc, on va parler d'autres formes de dépendance, l'alcoolisme qui se manifeste principalement au moment, en fait, la personne même qui vit ce problème qu'est l'alcoolisme, où j'ai besoin de combler un vide affectif ou intérieur profond. Donc, je veux fuir ma réalité, en fait. Quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans l'alcoolisme, de toute façon, l'alcoolisme, c'est une addiction. La personne est en train de fuir une souffrance intérieure qu'elle n'arrive pas à gérer, tout simplement. Donc, juste une petite question par rapport, justement, comme tu as commencé avec l'alcoolisme. Donc, est-ce que c'est la conception de l'auteur ou vraiment l'alcoolisme peut être classé sans équivoque comme maladie? Eh bien, je ne suis pas celle qui va le dire, mais depuis quelques années, l'alcoolisme est classé parmi les maladies. D'accord. On parlerait même d'hérédité. Donc, comme je dis que je lis beaucoup, ce sont des réponses que j'ai eues lors de mes lectures. Alors, donc oui, c'est souvent des expressions, en fait, la personne demande qu'on presse sous son bouton, expression qui indique que l'on peut activer un élément déclencheur, une réaction ou une émotion autre
parce que cela ne me convient pas. La personne résiste à ses peurs, à l'autorité, surtout paternelle, et aux gens que j'aime, car j'ai justement peur de me dévoiler au grand jour tel que je suis. On se cache derrière l'alcool. On se cache. Mais savoir que souvent, lorsqu'on est sous emprise d'alcool, on montre son vrai visage. On ne peut plus gérer ce que l'on essaye de cacher. Et c'est un piège, en fait, parce qu'on découvre qui est la personne, vraiment. Si c'est quelqu'un qui... par exemple, on sait qu'on parle de vin mauvais. Une personne qui a le vin mauvais, c'est une personne qui, sous emprise d'alcool, va s'énerver, va se mettre en colère, va chercher la bagarre. Il faut savoir que cette personne, elle est comme ça en temps normal, mais que sans alcool, elle se referme, elle cache, elle maîtrise, parce qu'elle n'a pas envie que l'on sache vraiment qui elle est. Que ce soit homme ou femme, hein, puisque nous avons le problème un peu partout. Bien sûr. Donc, on parle d'alcoolisme qui peut être lié à une ou plusieurs situations qui me créent une tension. Donc, je parlais de réaction par rapport à un problème donné. Lorsque je prends un verre d'alcool, cette tension diminue dans un premier temps et j'enregistre alors la relation qui semble être tension, alcool, bien-être. Oui. Et oui, il y a des personnes qui se trouvent en état de bien-être, que ce soit l'alcool ou autre, stupéfiant. Voilà, on se sent bien, mais c'est parce qu'on est en train de cacher vraiment qui on est. On se cache derrière l'alcool. Mais en fait, l'alcool révèle la personnalité. Et la personne, elle se sent bien parce qu'elle a bu. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à... Alors, l'alcoolisme, elle peut aussi provenir d'une personne ou d'une situation que je n'ai pas acceptée. Une personne peut m'avoir mise dans cet état aussi. Je parle souvent de frustration, de paroles blessantes, même de maltraitance aussi. Hein. Oui. Et lorsque j'étais jeune, par exemple, ça se passe. Si j'ai été victime d'attouchements sexuels indésirables ou dont je me sens coupable, venant d'une personne alcoolique lorsque j'étais jeune, il se peut qu'en pensant à cette situation, cela me porte à boire. Si je n'ai pas accepté la colère de mon père alcoolique, ça peut arriver. Il se peut très bien que par un phénomène d'association, je fasse des colères comme mon père et que je devienne alcoolique comme mon père. Ainsi, je peux boire pour oublier mes soucis, mon passé et l'avenir, mais surtout le présent. Je fuis sans cesse et je me crée un univers illusoire et fantaisiste, donc ça n'existe pas. Une forme d'exaltation artificielle pour fuir le monde physique et ainsi dissocier une réalité souvent difficile d'un rêve continuellement insatisfait. En fait, on ne sera jamais satisfait, on ne sera jamais guéri, on ne sera jamais débarrassé si on ne prend pas soin de soi. Donc, c'est comme si on faisait de son corps une poubelle, en fait. Et il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'attention envers soi-même, envers son corps, envers son esprit, envers la personne humaine que l'on est. Donc, on fait de son corps une poubelle. Alors, et souvent, la personne croit que c'est son meilleur ami. Okay. Alors, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? J'accepte de régler ma vie, de commencer à aimer mes qualités et ce que je suis, qui je suis. Je m'aime. Je suis vraiment sous la voie de la réussite. Le fait d'avoir accepté que l'on est comme ça, c'est déjà, je vais dire, un premier pas mis sur le chemin de la guérison. Bien que ça soit très, très difficile une fois qu'on est ancré dans l'alcoolisme, de s'en sortir seul. On a besoin d'une béquille, on a besoin d'un thérapeute pour accompagner, d'un médecin d'ailleurs. Le premier, c'est le médecin. Donc, je serai à même de me respecter davantage et de trouver plus facilement la solution à mes problèmes, donc les expériences malheureuses, négatives que j'ai eues, au lieu d'être dans un état temporaire ou presque permanent de fuite et de désespoir. C'est-à-dire que ce livre
vous donne certainement les raisons selon chacun, hein, parce que tout le monde n'a pas reçu les mêmes, je veux dire, vivances négatives dans sa vie, mais donne les raisons. Chacun va prendre pour lui ce qui l'intéresse dans les raisons, parce que c'est un livre qui frappe, en fait, psychologiquement, qui vous rappelle le problème. Si on est intéressé, on va lire jusqu'au bout. Et surtout, par rapport à la maladie, le problème que l'on a, c'est la réponse pour régler ce problème-là au niveau psychologique. Donc, effectivement, tout à l'heure, tu expliquais que, bon, au niveau de la santé, il y a un entrecroisement du physique, de l'émotionnel, du mental, et un agit sur l'autre, où il y a vraiment une interaction. Et effectivement, bon, j'avais posé la question tout à l'heure, bon, là, on a vraiment un phénomène qui ne touche pas seulement une partie de la planète, bon, aussi bien pays riches, pays pauvres, si on peut s'exprimer comme ça, hémisphère nord, hémisphère sud, l'alcoolisme touche toutes les régions. Bien sûr, on parle de monde malade parce que c'est aussi un des fléaux qui rend le monde malade, c'est l'alcoolisme, puisque je l'ai lu. Une personne alcoolique peut faire n'importe quoi. La personne n'a plus de maîtrise, n'a même plus la conscience de ce qu'elle fait. Elle peut partir dans des dérives, irrécupérables aussi. Et si elle a détruit la vie d'une autre personne, par exemple, elle a parlé d'attouchement, on ne peut plus rattraper. Comment est-ce que la personne va vivre ce que l'alcoolique lui a fait? Il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir en se faisant accompagner, mais d'autres pas. Il y en a qui vont juste vers la solution fatale, qui est le suicide. Donc c'est très très important de savoir que le corps est lié avec l'esprit. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. On n'est pas juste un corps. Et on a beaucoup parlé des maladies du corps. Oui. Et c'est vraiment tabou de parler des maladies mentales ou des troubles mentaux. De tout ce qui peut se générer par rapport au conflit que l'on peut avoir intérieur. Tout ce qui peut être généré par nos frustrations, nos émotions aussi qu'on n'a pas réussi à gérer, à maîtriser. Voilà. Donc je suis repartie sur le cancer du larynx. Tiens, je l'avais noté. Alors, on a parlé des cancers. Hein. C'est pareil. Hein. Le monde entier, c'est l'être humain. Hein. Nous tombons malades tous parce que c'est la preuve que nous sommes faits de la même façon. Notre couleur noire n'est qu'une histoire de mélanine que nous avons. Plus, et là encore, j'aurais à dire sur la mélanine. Donc, cancer du larynx, c'est souvent les fumeurs hein, qui ont ce cancer. La cigarette, on a parlé d'addiction, est une addiction. Donc, lorsque une tumeur maligne s'installe sous les parois du larynx, cela signifie que j'éprouve un grand besoin d'exprimer ma peine intérieure. J'aurais besoin de hurler toute ma peine et j'ai peur d'exprimer mon désarroi. Y a-t-il une personne ou une situation qui m'empêche de m'exprimer? Qu'est-ce qui m'empêche de dire ce que je veux dire? Parce que la personne a envie de s'exprimer, elle a envie de parler. La souffrance, elle est là. La souffrance la pousse à parler, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, peut-être que je me dis, je ferais aussi bien de la fermer, en fait. Cela ne donnerait rien que je parle. Alors qu'on dit que la parole libère. Donc, ces personnes, je parlais de cristallin que l'on peut développer, qui va se former, parce qu'on n'a pas évacué, on n'a pas exulté. On est avec une colère, on s'enferme dans quelque chose de négatif qui finit par être cancer. Et le fait justement, comme tu dis, de s'enfermer, est-ce que c'est lié, tu parlais d'environnement, est-ce que c'est lié à l'environnement, à l'éducation, à la coutume, aux traditions? Tout est lié, tout est lié. Cela pourrait être.
Il y a des familles où on a pris l'habitude de dire aux enfants, tais-toi, tu parles trop. Et les gens ne s'expriment pas, ou alors si on s'exprime, on ne dit pas la chose qui dérange vraiment, on va partir sur autre chose à côté. Mais pas ce qui dérange vraiment, alors qu'il faut dire ce que l'on ressent vraiment. Et si par exemple on a du mal à le dire à la famille, à un ami assez sincère, parce qu'on ne peut pas dire à tout le monde, je n'arrête pas de dire que les personnes qui vont bien, ce sont ceux qui ont la facilité de se dire, OK, là je sens qu'il y a un problème, je vais voir un psychologue. Le psychologue, c'est pas fait pour les fous. Parce que lorsqu'on est fou, c'est déjà trop tard. On ne peut pas dire que je peux aller voir un psychologue. Donc la personne qui fait la démarche déjà de se faire aider ou d'écouter, de trouver quelqu'un pour écouter. Parce que les thérapeutes, les psychologues, ce sont des personnes qui ont une écoute active. On laisse parler les gens jusqu'au bout. On laisse la personne s'exprimer. Et la personne a un lieu pour pouvoir dire les choses. Personne n'entend. Il y a que... Et les professionnels sont des gens qui sont obligés d'être confidentiels, de garder les informations. On a écouté là, mais lorsqu'on sort d'ici, ça reste là. Mais la personne s'est fait du bien à dire ce qu'elle avait à dire. Donc on ne doit pas en faire un tabou en fait, des problèmes, des troubles, ce que vous entendez parler de schizophrénie, de bipolarité. Il y en a de plus en plus, de dépression. C'est parce qu'on ne dit pas dès le début. Ah, je me sens mal. Il faut l'exprimer. Il y a quelque chose qui me dérange. Ou même si c'est quelqu'un qui vous a blessé, un tel, excuse-moi, mais il va falloir que tu me respectes parce que ce que tu viens de me dire, ça m'a fait mal. Exprimer, c'est parler, c'est dire, faire sortir. Parce que l'on garde ce que l'on veut dire, ça se transforme en cancer. Je veux dire, par rapport, là on parle du cancer du larynx. L'environnement, oui. La culture, oui. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient enfermer les gens justement vraiment s'enfermer, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler. On s'enferme. Parce qu'on a peur que l'autre dise le regard des autres. Nous sommes dans une société, donc dans plusieurs sociétés, où le regard de l'autre, la parole de l'autre a un certain poids, ou bien on peut accorder, là aussi c'est certainement un travail personnel, on a tendance à accorder du poids à ce que mon voisin, mon ami, mon collègue va dire. Peut-être si je parle, si je dis ça, je serai perçu comme un homme faible. Eh bien, ça veut dire que cette société-là est quand même fermée et n'arrive pas à s'exprimer et vit. Quand on vit sous le regard des autres, quand on vit sur ce que les autres pensent de nous, on n'est pas libre. On n'est pas libre. C'est-à-dire que je dis que la liberté, c'est quoi? On n'a pas tué, on n'a pas volé, on n'a pas manqué de respect à quelqu'un, on fait ce qu'on veut. Seulement la liberté a ses limites. Si je me mets sous le toit et je me jette en bas, il va se passer quelque chose de dangereux pour moi. Donc oui, c'est une société qui est fermée quand même, parce que on est trop sous le regard des autres, on est trop sous le regard sur ce que l'autre va penser de moi. On ne vit pas en fait, on ne respire pas. Et je parle beaucoup de respiration puisque la sophrologie que je pratique, c'est apprendre à respirer. Respirez plein poumon, remplissez bien votre ventre, mais vivez. Vivez. Si vous ne manquez pas de respect, si vous n'avez pas tué, vous n'avez pas volé, je ne vais pas vous dire de marcher non plus tout nu dans la rue, hein, parce que ça aussi, c'est un manque de respect. Hein. Il y en a qui ne le savent pas. Donc, je reviens à cette façon de s'exprimer, de le dire, de vivre, de se libérer de cette parole qui devient cancer quand on se met à fumer et qu'on attrape un cancer du larynx.
Donc, je vais continuer avec ce cancer du larynx. J'ai l'impression qu'on me tombe dessus et je voudrais me mettre en colère, mais je n'ose pas. C'est toujours dans cette maîtrise de soi. Ouais. Je ne me sens pas respectée pour ce que je suis. Parler de respect. Ainsi, j'ai à prendre ma place, à exprimer ce qui est pour moi la vérité, ce que je ressens vraiment. C'est ça la vérité, pas à côté, parce que ce serait mensonge. Cela m'aidera à comprendre davantage la place que j'occupe dans mon environnement et dans l'univers, c'est-à-dire dans le monde entier. Voilà ce que ça veut dire lorsque l'on se retrouve finalement avec un cancer du larynx. Alors, je vais encore prendre... Alors, oui. Je ne veux pas revenir sur les cancers, on va parler de dépression. Dépression. Tout le monde en a eu, hein. La plupart des gens ont connu dans leur vie la dépression ou la déprime. Lorsqu'on ne se sent pas bien, qu'on a le plexus solaire noué, la gorge aussi, on appelle ça la boule d'angoisse. Tout cela, c'est dû aux émotions, parce qu'on n'a pas évacué. On n'a pas respiré non plus avec le ventre pour pouvoir se dégager de ce... C'est pour ça que vous voyez certaines personnes bien respirer, bloquer, et après, parce qu'on veut jeter. On veut se débarrasser d'une émotion qui nous fait mal. Donc là, on va parler de dépression. La dépression implique une profonde tristesse intérieure, une accumulation d'émotions refoulées provoquant un conflit entre le corps et l'esprit. Cette maladie est reliée à un événement marquant de ma vie. La dépression se traduit par de la dévalorisation et de la culpabilité qui me ronge à l'intérieur. Donc si je suis dépressif, je me sens misérable, moins que rien. C'est cela, les personnes qui sont déprimées, ce sont des personnes qui ont une certaine colère, qu'elles n'arrivent pas à évacuer, mais c'est surtout de se sentir dans la dévalorisation de soi, d'être dans la culpabilité par rapport à quelque chose que on a compris en soi, dans sa propre vie. Et je vais continuer. La dépression est souvent une étape décisive dans ma vie, par exemple l'adolescence, parce qu'elle m'oblige à me remettre en question. Je veux avoir une vie différente à tout prix. Je suis bouleversée entre mes idéaux, mes rêves et le réel, ce qui se passe en fait en vrai, entre ce que je suis et ce que je veux être. Parce qu'on veut des choses, ou on veut être quelqu'un d'autre, mais on n'arrive pas. Donc ça peut nous emmener aussi à la dépression. Donc en d'autres termes, la dépression a sa source dans une situation que je vis face à mon territoire, c'est-à-dire ce qui appartient à mon espace vital, que ce soit des personnes, mes parents, mes enfants, mes amis, ou mon mari, mon conjoint ou ma conjointe, des animaux, ça peut être mon chien, ça peut être mes petits poissons, ou des choses au travail, à ma maison, mes meubles qui me dérangent, tout. Ça finit par ça arrive là, jusqu'aux meubles. Donc, ce qu'il dit, c'est que j'ai peur de perdre. À une dispute qui a lieu dans mon territoire et qui me dérange, par exemple les disputes entre frères et sœurs, les expressions que l'on entend souvent, tu m'étouffes, tu me pompes l'air, ou fais-moi de l'air. Donc ce sont des gens qui expriment d'une manière sans vraiment prendre soin d'elles. Ces personnes arrivent à exprimer « tu m'étouffes, je ne vais pas bien, tu es en train de m'étouffer ». Mais en fait, elle-même, elle s'étouffe parce qu'elle ne sait pas prendre la décision qu'il faut pour stopper toute cette culpabilité et cette dévalorisation de soi-même. Donc ce sont des gens qui ont perdu confiance en eux et d'estime de soi. Ça n'existe plus chez ces personnes, elles ont besoin. Donc j'expliquais moi-même dans mon langage que lorsque on sait qu'on est dans cet état, qu'on a envie d'en sortir, c'est comme si on plongeait. On plonge. Un moment, on arrive au fond de la mer. Mais là, on ne respire plus.
Mais il faut avoir cette force de mettre un coup de pied au fond de l'eau pour remonter et chercher l'oxygène dont on a besoin pour repartir de plus belle. Parce qu'on n'est pas obligé de rester dans une dépression. On n'est pas obligé de rester dans une dépression. Il faut s'occuper de soi. Si on y reste, ça va dégénérer en pire. En maladie, justement, où on va être à vie avec des médicaments, si ce n'est pas pire. Être enfermé dans une unité psychiatrique. Il faut faire très attention aussi. Donc, voilà, ça peut aller très loin. Hein. J'en parle du suicide aussi. Donc, il faut faire attention à une personne qui est dépressive. Si la personne elle-même n'arrive pas à lire, la famille peut aussi chercher à lire pour comprendre ce qui se passe et peut-être accompagner la personne et l'aider plutôt que de la laisser sombrer. Donc, après, une difficulté qu'il y a avec la dépression, c'est que, premièrement, la personne concernée n'est pas forcément consciente qu'elle est en dépression et aussi les personnes, je dirais les proches, les personnes qui ont l'habitude de côtoyer plus ou moins au quotidien cette personne, peuvent se dire, bon, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui, ou bien ça fait quelque temps, il est un peu triste, mais peut-être c'est un médecin qui peut poser ce diagnostic, dépression peut-être. Tout à fait, mais là où la personne n'est pas consciente, on peut le comprendre, on peut l'accepter, mais la famille autour aussi est dans le déni. On est dans le déni des fois par rapport à cette culpabilité qu'elle-même elle ressent, mais la famille aussi peut dire mais qu'est-ce qu'on a fait pour que l'enfant soit comme ça, ou le mari ou la femme. Donc je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on se renseigne aussi sur comment ça se passe lorsqu'une personne est dépressive. Sentir qu'il y a un vrai mal-être et accompagner la personne chez un médecin. Lui expliquer, parce que l'accompagner, c'est déjà lui faire prendre conscience qu'elle a besoin d'aide. Et qu'on va aller voir le médecin. Il y a des mots aussi qu'il faut utiliser, parce qu'on parle de communication non violente. Il faut vraiment, vraiment entourer la personne d'amour et lui dire, mais vraiment avec des mots qui vont vraiment l'emmener dans du coton, pour lui dire, allons voir le médecin, parce que je sens que tu en as besoin. Ça ne va pas. Tu as perdu ton sourire. Tu te mets à crier alors que tu ne le faisais pas. Il y a des signes, en fait, que la personne n'est plus elle-même. Elle est en pleine dépression. Et oui, donc je continue. Je dois aller à la source. À partir de maintenant, je réalise que je suis un être unique. Ça, c'est la solution. J'ai des valeurs intérieures exceptionnelles. Je veux reprendre la maîtrise de moi et de ma vie parce qu'on a vraiment tout perdu, on a perdu pied, surtout. J'ai le choix de lâcher ou de lutter. J'ai tout ce qu'il faut pour changer ma destinée. En me responsabilisant, j'acquiers plus de liberté et mes efforts seront récompensés. C'est-à-dire qu'on est responsable de sa vie, on est responsable de son bonheur. On est responsable de son bien-être. Exemple, une femme ou un homme amoureux va tellement se sentir mal parce que l'autre l'a rejeté, peut tomber dans la dépression. Ou alors on est en couple, on attend des choses de l'autre qui n'arrivent pas, on peut tomber dans la dépression. Alors qu'il faut savoir qu'on est responsable de notre propre bonheur. Attendre que l'autre donne ce qu'on attend. Parce qu'il nous manque ça. Il nous manque cet amour pour nous-mêmes. Alors qu'il suffit juste d'apprendre à s'aimer, aimer qui l'on est, aimer aussi l'enveloppe dans laquelle je vis, cette âme que je suis, pour que je sois heureuse. Ça, je le dis, on n'est pas venu avec. On apprend. On n'a pas fini d'apprendre, on apprend. Et ça, là, j'ai un grand vide affectif et j'attends absolument que ça soit l'autre qui me comble ce vide affectif avec son amour, avec son attention, alors que la personne, elle est très bien, hein. Elle l'aime, hein. Mais on n'a pas assez, on en veut tellement. Mais son amour, c'est pour lui, c'est pour elle.
Elle partage, mais elle ne peut pas donner plus. Donc, il y en a qui tombent en dépression rien qu'à cause de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait que peut-être lorsqu'on était bébé ou enfant, on avait l'habitude de peut-être... Bon, le bébé, généralement, il reçoit beaucoup d'amour. Bon, il n'est pas encore conscient pour dire, bon, je m'aime, je m'estime. Donc, autour de lui, bon, bien sûr, il a ses parents, il a la famille élargie, peut-être des amis, donc il reçoit pas mal d'affection. Et puis, au fur et à mesure, quand il grandit, eh ben, il y a cette diminution, puisque... Bon, c'est pas forcément qu'on l'aime moins, mais c'est-à-dire que la manifestation de gestes de tendresse, eh ben, elle évolue. Alors, c'est très pertinent d'évoquer justement l'enfance. Un bébé, il a besoin d'être rassuré en permanence. C'est pour ça que quand ça pleure, il faut aller voir pourquoi le bébé pleure. Il a des fois envie d'être dans les bras de sa maman, puisque il était au chaud pendant 9 mois et tout d'un coup, on le lâche, débrouille-toi, si tu pleures. Je t'ai donné à manger, je t'ai changé. De quoi tu as besoin? Ben non. Les enfants, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de présence. Parce que dans le ventre de la mère, cet enfant entendait des bruits, des voix, des éclats de voix. Donc, cela est très, très important de dire qu'on a besoin de rassurer. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui n'ont pas besoin. Et puis d'autres en ont beaucoup besoin. De cette chaleur-là que la maman ou le papa emmène. Hein. Et aussi, je parlais de maltraitance. Maltraitance par un père alcoolique ou un père qui est absent, qui n'est presque jamais à la maison pour être là et demander comment ça va, et être présent aussi, faire des activités ensemble. Ce sont des enfants qui, justement, vont aller vers... On sera faible, hein, je veux dire, psychologiquement. Même si on ne le montre pas enfant, mais il suffit d'un événement imprévu qui fait très mal. On tombe dans la dépression. On est là encore en train d'attendre de l'amour parce qu'à un moment, ça a manqué. Mais qu'est-ce que ça coûte à une maman de dire à son enfant qu'elle l'aime? Même si ta maman ne t'a pas dit « je t'aime », mais dis à ton enfant que tu l'aimes. Tu sais aussi prendre un enfant dans tes bras, même s'il a 10 ans, 15 ans. Hein. Il n'y a pas de souci. Mon fils, il a 35 ans, je le prends dans mes bras. Et puis je lui dis « je t'aime ». Eh oui, même celle qui a 45 ans. Donc oui, c'est important de se savoir soutenu, aimé déjà par ses parents. On grandit avec ça, donc on n'est plus en vide affectif. On l'est moins. Mais je ne condamne pas. Hein, je reviens sur le contexte de notre histoire assez violente par rapport à l'esclavage et la colonisation, où c'était plutôt les coups qui tombaient que les câlins. Donc il faut du temps pour qu'on puisse se déprogrammer de ces comportements, de ces violences, et qu'on sache que maintenant, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on emmène de l'amour de plus en plus envers soi et pour ses enfants. C'est important. D'accord. Alors, je reviens sur un problème. Un problème. Là, on parle des hommes, de l'impuissance. Je suis aussi l'impuissance au niveau sexuel. Je suis aussi sophrosexologue. Alors, c'est beaucoup à cause des angoisses, des anxiétés et des peurs lorsque ce problème arrive. Alors, en tant qu'homme, je parle comme si j'étais un homme. Hein. Si je suis incapable de tenir ou de maintenir une érection lors d'une relation amoureuse, alors je souffre de l'impuissance. Cela m'amène certainement à vivre de l'insatisfaction dans mes rapports sexuels. Je sais que le sexe est un tabou aussi, on n'en parle pas de cette façon alors que c'est dans la vie de tous les jours. Mais parler sous le plan organique de ce que nous vivons dans notre corps et dans notre vie, de manière... avec les bons termes, en fait. Il ne faut pas que ça soit vulgaire et non plus déplacé, ni pervers, parce que ça existe, cette profession de sexologue. Ça existe. C'est aussi un tabou ici, je le sais, mais ce n'est pas dit de la bonne manière. Alors, sur le plan médical, même si l'impuissance peut être organique, c'est-à-dire provenir d'une cause physique ou provenir d'un aspect psychologique, je dois considérer du point de vue métaphysique que la cause provient d'un facteur psychologique ou métaphysique au-delà du physique, même inconscient. L'impuissance est souvent reliée à la peur de s'abandonner
à une femme et aussi de perdre le contrôle face à soi-même ou face à l'autre personne. Donc là, j'aime bien quand on dit à l'autre personne parce que ça peut être un homme, une femme, mais c'est souvent qu'on ne veut pas entendre parler. Mais il n'y a pas que des couples hommes-femmes. Alors, étant un homme, j'ai souvent beaucoup de responsabilités en tant que père, en tant que mari, et puis on va travailler aussi. Je peux vivre beaucoup de pression et de stress au travail, et la société en général me demande d'être performant. Transposant cette demande dans ma sexualité, je peux sentir une pression sexuelle me poussant à être performant et qui crée une grande tension intérieure, me faisant perdre mes moyens. N'osant pas en parler à mon ou à ma partenaire, j'en viens à vivre beaucoup de culpabilité. On revient sous la notion de culpabilité qui nous rend malades. De confusion jusqu'à avoir peur de perdre l'autre personne. Donc c'est une angoisse que l'on éprouve lors des rapports et cela provoque un blocage qui fait vivre l'impuissance. Donc souvent, en dehors du fait qu'on ait été malade, qu'on soit sous traitement, parce que ça arrive que des traitements médicaux, une maladie assez grave, justement, puisse apporter ce problème-là aux hommes. Mais en dehors de cela, c'est beaucoup, on parle de métaphysique et de psychologie, c'est souvent des peurs, des angoisses qui emmènent les gens à être dans cet état malheureusement. C'est de l'insécurité tout simplement parce qu'on a peur du rejet, peur de l'incompréhension. Et on a parlé du cancer du larynx, c'est en parlant de s'exprimer en fait. Il faut le dire, il ne faut pas le garder pour soi en cherchant à aller comment on appelle ça, le bois bandé ici, et ne pas avoir recours direct au Viagra. Et il faut aussi exprimer cela avec la personne avec laquelle on vit. Il ne faut pas garder pour soi. Ou sinon, on va voir un médecin. Parce que les médecins connaissent aussi ces problèmes-là. Donc, mon insécurité, mon sentiment d'incapacité et d'échec, de haine de moi, de culpabilité ou de négligence peut m'amener aussi à vivre de l'impuissance. Mais on peut parler d'impuissance à son incapacité de faire quelque chose. Hein. C'est aussi des motifs, des raisons qui emmènent à être impuissant pour une femme ou un homme. Mais là, on parlait de l'impuissance au niveau sexuel. Mais ça peut se transposer à l'impuissance à pouvoir réagir à un problème donné. D'accord ? Donc, l'impuissance est aussi une façon d'avoir du pouvoir sur l'autre en retenant sexuellement un partenaire qui abuse ou qui en demande trop. Donc, les personnes, c'est vrai, un homme qui a une femme, on appelle ça une nymphomane, qui tout le temps veut du sexe, ben, le mari, il peut être impuissant parce que pour lui, c'est sa façon de dire non. Il va tomber dans ce travers-là, malheureusement, pour dire non à l'autre. C'est important aussi de savoir que l'expression du corps de nos maladies, c'est un langage. Alors, je peux avoir l'impression que mon territoire, mes possessions, mon environnement immédiat, ce à quoi je m'identifie est en danger. Je peux avoir une perte d'intérêt pour les femmes en général, ce qui me transposera sous le plan physique si le désintéressement perdure. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont été déçus par des femmes tout le temps et qui, à force, finissent par être dégoûtés. Et puisque ce sont des gens qui sont sans activité sexuelle, et ces personnes-là, ces hommes-là peuvent devenir aussi impuissants. Parce qu'il y a des femmes qui font peur aux hommes, il faut le dire. Hein. Finalement, si j'identifie ma partenaire à ma mère, si cette dernière occupe une place trop importante dans ma vie, en se soumettant à elle et en ayant peur de ne pas lui plaire, en me sentant impuissant à la rendre heureuse et à lui faire plaisir, ceci pourra se transformer en impuissance sexuelle. On connaît le fameux complexe d'Oedipe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver sur votre téléphone et votre ordinateur. Le complexe d'Oedipe n'a probablement pas bien été vécu.
j'ai à redéfinir ma place en tant qu'homme, mais pas le fils de ma maman. Quand on est un homme, d'accord, on restera ce fils. Mais ce lien-là, il faudrait le couper pour ne pas rester dans ce complexe que l'on appelle complexe d'Oedipe, à transposer sa femme à sa mère. C'est important aussi. Donc, prendre contact avec mes émotions et aller le contrôler afin que l'énergie circule librement dans tout mon corps, au lieu de rester dans ma tête, afin d'amener une relaxation physique et mentale et de se relâcher. Et ça, c'était pour l'impuissance et pour les hommes. En tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? Alors, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, aux éditions Quintessence, la collection Ressources et Santé. Tu as une idée du nombre de maladies qu'il recense dans son ouvrage à peu près? Je n'ai pas vraiment, mais on va regarder, il n'y a pas de souci. Non. Je disais que j'avais 2 livres, c'est super parce que celui-là n'a pas le dictionnaire. Donc, si je veux trouver pour une maladie, je vais chercher, je pense que... Comme quoi, c'est toujours bien d'avoir la première édition, pas l'édition... Oui, mais je vais quand même regarder. Je ne sais pas s'il a noté, mais vous avez tout, de A à Z. D'accord. Vous avez tout de A à Z. Et quand on a traité, par exemple, le cœur, on va même parler de l'amour. On va parler de tout ce qu'on peut avoir comme maladie au niveau du cœur. Donc, c'est un gros titre, mais vous avez des sous-titres. Oui. D'accord. Je te remercie beaucoup pour cette présentation riche. Malheureusement, le temps est limité, donc on n'a pas pu explorer d'autres. Mais si un de ces jours tu veux présenter d'autres, il n'y a pas de problème, c'est très passionnant. Et effectivement, moi, ce que je retiens de ta présentation générale, en fait, quand une maladie est rarement, peut-être je peux même oser dire jamais, purement physique. En fait, le côté physique est la traduction visible d'un mal-être invisible, émotionnel, mental ou autre. Exact. Donc, mieux on sait, mieux on va pouvoir gérer ce problème. Et puis, c'est surtout de l'accepter. Et, comme tu as dit tout à l'heure, si on a du mal à avancer seul, donc de ne pas hésiter à faire appel à un ou des professionnels. Exactement. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Ludovic. Vraiment, merci. J'espère, chers téléspectateurs, cette présentation, un certain nombre de malaises, de maladies a pu vous apporter aussi quelques éclaircissements. En tout cas, moi, ça m'a été très bénéfique. En tout cas, si, comme Georgie, vous souhaitez présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'instant, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.